Il a dit, tu sortiras pas d'ici vivant si tu me dis pas où est la drogue. J'avais 500 doses de LSD. J'avais mis le doigt dans l'engrenage. J'étais terrifié. C'était une occasion unique. Il fallait que je la saisisse. On était des fugitifs. C'était la lutte pour la survie. Ma seule chance de m'en sortir, c'était de m'évader. J'étais parti vers le sud. J'avais traversé le Mexique, l'Amérique centrale pour arriver en Amérique du Sud. J'avais 24 ans. Je venais de Santa Barbara en Californie. Ma copine de l'époque s'appelait Crystal. À ce moment-là, on était ensemble depuis probablement 3 ou 4 ans. C'était le premier grand amour de ma vie. Mais elle avait une liaison avec quelqu'un que je connaissais. Et ça m'a brisé le cœur. Alors je suis parti. Je n'avais pas prévu qu'au bout du compte, ça allait me conduire en prison. Et à être obligé de risquer ma vie pour m'évader. Je me suis retrouvé à Lima, la capitale du Pérou. La plupart des gens dans l'hôtel avaient la vingtaine ou le début de la trentaine. C'étaient des voyageurs comme moi. On faisait la fête, on buvait un peu. Et c'est là que j'ai commencé à prendre de la cocaïne. Je n'avais pas spécialement l'intention d'essayer, mais il était facile de s'en procurer. Pour moi, c'était nouveau. Donc, je me suis dit que j'allais essayer pour voir comment c'était. À ton tour. La décharge d'énergie est incroyable. On se sent très fort tout à coup. Personne ne considérait ça comme une drogue addictive. C'était pour faire la fête. En l'espace d'1 mois, je suis devenu accro à la cocaïne. Je sniffais à peu près tous les jours. Ça paraît fou, mais on tombe amoureux de la drogue. On n'arrive plus à penser à autre chose. Je commençais à être à court d'argent. Alors j'ai décidé qu'il était temps de rentrer. Mais je me suis dit, tiens, ce serait bien d'en avoir en Californie. J'ai acheté environ 40 grammes de coke. Ça m'a coûté 200 ou 300 dollars. Je n'avais jamais eu plus d'1 gramme en ma possession. Donc ça me faisait un peu peur. Ça ne me plaisait pas du tout d'avoir ça sur moi. Et puis un ami m'a dit qu'on n'était pas obligé de passer la douane avec. On pouvait l'envoyer aux États-Unis par la poste. Et il m'a montré exactement comment faire. Je me suis procuré une boîte en carton et j'ai commencé à détacher la couche extérieure. Ça m'a pris assez longtemps. Il fallait faire attention à ne pas abîmer le carton. J'ai pris la cocaïne et je l'ai dissimulée à l'intérieur en m'arrangeant pour que le carton reste bien plat. Ensuite, j'ai recollé la couche extérieure. C'était pas mal. Le carton avait presque le même aspect qu'avant. J'ai mis des couvertures, quelques bibelots à l'intérieur, et puis j'ai tout emballé.
J'ai secoué le carton pour vérifier que ça ne fuyait pas. Pas de problème, c'était bon. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais peur que le carton soit volé. La poste n'est pas vraiment fiable là-bas. Pour moi, c'était une grosse quantité de drogue. Je m'étais donné beaucoup de mal pour me la procurer, pour l'emballer. Je n'avais pas vraiment envie que le carton se perde. Alors je me suis dit, puisque c'est une si bonne méthode, je vais prendre le carton avec moi dans l'avion plutôt que de l'aller. Et il a dit, tu sortiras pas d'ici vivant si tu me dis pas où est la drogue. C'était la première fois que j'avais une arme braquée sur moi. C'est vraiment effrayant d'avoir un pistolet à quelques centimètres du visage. Avec un policier complètement dingue, que je n'avais jamais vu de ma vie, qui tient une arme en main, comment savoir ce qui peut arriver? Je n'ai pas de drogue. Le carton avec la cocaïne à l'intérieur était par terre. Et j'évitais de le regarder. Je me disais, c'est exactement ça qu'il cherche. Il veut que la peur te fasse perdre les pédales pour que tu dises ce qu'il veut entendre. C'est ça qu'il veut, mais je ne vais pas rentrer dans son jeu. J'ai dit, je n'ai pas de drogue. Vous allez me tuer? Il m'a regardé. Et il a dit, Prenez vos affaires et sortez. c'était fini. J'ai ramassé le carton en pensant, il est bien ce carton. Je suis rentré aux États-Unis et j'étais fou de joie. J'ai amené la coke à un ami qui vendait du LSD à l'époque. Il a essayé la cocaïne et il a vraiment apprécié. Génial. C'est de la bonne. Il a dit que si je pouvais lui ramener plus de cocaïne d'Amérique du Sud, il me donnerait du LSD à emmener là-bas. Il m'a donné 500 doses d'avance. Il y a 500 tripes. C'était très facile à cacher. C'était juste un bout de papier, pas plus grand qu'une lettre. Si c'était $1 la dose en Californie, en Amérique du Sud, ça valait peut-être $10 la dose. Donc je pensais pouvoir obtenir près d'1 kilo de coke en échange d'une telle quantité de LSD. Je pouvais probablement me faire dans les $20 000, plus ou moins. J'ai dit, d'accord, ça marche. Ça marche. Et 4 ou 5 heures plus tard, je repartais en Amérique du Sud. J'avais le cerveau dérangé par la cocaïne. C'était la plus mauvaise idée de toute ma vie. Quand j'ai atterri à Lima, je suis tout de suite retourné au même hôtel. Et j'y ai rencontré un type appelé Steve, qui venait du Texas. Salut, mec. Salut. Je lui ai dit que je voulais essayer de me procurer 1 kilo de coke en faisant un échange contre du LSD. Il a dit qu'il connaissait des gens au Chili que ça pourrait intéresser. Je crois qu'il serait d'accord. Vraiment? Je ne connaissais personne qui pouvait se procurer de grandes quantités de drogue. Donc je n'avais pas vraiment le choix. Le lendemain, on a pris un bus et on est parti vers le sud. On a pris une chambre dans un petit hôtel, juste à côté du centre-ville. Steve a dit, je vais sortir, essayer de trouver mon ami.
Je vais lui demander un échantillon et te le ramener. Comme ça, tu pourras te faire une idée. Il est revenu au bout d'une heure. J'ai parlé à mon contact. Il a dit qu'il avait parlé à son contact et que ça l'intéressait de faire un échange contre du LSD. Il avait un petit pochon de cocaïne qu'il avait ramené comme échantillon. Je voulais vérifier que c'était vraiment de la cocaïne de bonne qualité. Et c'était le cas. Mais après, il a dit, il faut que tu me donnes un échantillon du LSD pour que je le montre à mon contact. J'étais un peu méfiant, mais j'ai pris mon sac à dos. Je lui ai montré le papier avec les doses d'acide dessus. J'ai déchiré une dose et je lui ai donné. À plus tard. J'ai remis le papier dans le livre et le livre dans le sac. C'était une grosse erreur. Quand on a une planque et qu'on doit montrer la drogue à quelqu'un, il ne faut jamais la remettre au même endroit. Ça montre bien que je n'étais qu'un amateur. Il est parti voir son contact. Je ne pouvais pas faire grand-chose. C'est lui qui maîtrisait la situation à ce moment-là. Il ne me restait plus qu'à attendre en espérant que ça allait marcher. J'ai sniffé plusieurs lignes et j'ai oublié mes soucis puisque j'étais défoncé. Et puis j'ai entendu des voitures s'arrêter devant l'hôtel. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu plein de policiers. Je savais qu'ils n'étaient pas là sans raison. Et la raison, c'était moi. J'étais coincé. Ma première réaction, c'était de me débarrasser des preuves. Je voulais pas aller en prison, mais ils ont défoncé la porte. Ils ont braqué un pistolet sur moi. Ils m'ont dit de lever les mains en l'air et ils m'ont emmené dans le salon. Là, ils m'ont jeté au sol et ils m'ont passé les menottes. C'était du sérieux. Un des policiers était dans la salle de bain. Il devait chercher des traces de coke dans les toilettes ou quelque chose comme ça. Moi, j'espérais qu'il n'était pas au courant pour le LSD. Mais j'ai vu un des policiers sortir le livre de mon sac à dos. Il a trouvé l'acide et il savait parfaitement ce que c'était. J'ai vu à son expression qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. On t'a bien eu. C'est là que j'ai réalisé que c'était fini pour moi. Ils m'ont emmené au commissariat central et ils m'ont mis dans une cellule. Mais je pouvais voir dans le couloir. Et j'ai vu Steve. Là, j'ai eu comme un flash. C'est Steve qui m'avait balancé. Il travaillait pour eux. Là, je me suis dit, cette fois, t'es vraiment dans un beau pétrin. Un policier est rentré avec une sorte de matraque, comme une batte de baseball. Il m'a regardé, comme pour dire, espèce de minable, tu vas comprendre ce que c'est une prison sud-américaine.
J'étais perdu, dans un labyrinthe d'idées noires. Je me disais, quand je sortirai, j'aurai plus de 30 ans. Je vais perdre les meilleures années de ma vie. Je regardais autour de moi en pensant, c'est quoi ces gens? Je pensais à Crystal. Je me disais que ça aurait été tellement bien si j'étais resté, si je m'étais remis avec elle. Mais cette partie de ma vie était derrière moi. Tous les matins, on nous faisait sortir en promenade vers 7 heures. Je marchais dans la cour juste pour faire un peu d'exercice. Et tout le monde me regardait. Ils n'avaient pas vraiment l'habitude de voir des gringos dans cette prison. Ils étaient tous dans un sale état. J'ai tout de suite su que je ne pourrais pas rester là 5 ans. C'était impossible. La seule façon de m'en sortir, sans devenir fou, c'était de m'évader. J'avais entendu parler d'un détenu appelé Chasco, qui s'était échappé d'une prison au Pérou. Les gardiens le prenaient au sérieux, parce qu'ils savaient qu'en cas d'entourloupe, Chasco allait certainement revenir pour les tuer. Donc je me suis dit qu'il ferait un bon partenaire. J'ai été le voir et j'ai commencé à lui parler. Chasco aimait plaisanter et il m'avait l'air assez normal. Je lui ai dit que je voulais financer une évasion. T'es sérieux? Il a dit qu'on devrait pouvoir acheter les 2 gardiens dans le Mirador pour 100 $ chacun. Là-bas, les gardiens devaient gagner 3 $ par jour. Donc 100 $ pour eux, c'était une belle somme. Mais il fallait aussi acheter les gardiens à l'intérieur pour obtenir une copie de la clé de la grille séparant l'intérieur de la prison de la cour. Alors, qu'est-ce que t'en penses, amigo? Chasco avait l'air de savoir ce qu'il faisait. Faire confiance à quelqu'un, c'était prendre un gros risque. Mais j'étais prêt à risquer ma vie pour avoir une chance de sortir de là. Pour organiser une évasion, il fallait de l'argent. Alors j'ai commencé à écrire des lettres à mes parents, en les suppliant de m'envoyer de l'argent. J'avais vraiment honte d'écrire ces lettres. J'avais beaucoup déçu mes parents. D'abord en trempant dans des histoires de drogue. Et ensuite en étant arrêté à l'étranger, jeté en prison. Je suis sûr que pour eux, c'était impensable. Finalement, j'ai reçu 200 ou 300 $. On avait tout préparé, dans les moindres détails. Ici. Chasco avait payé un gardien pour avoir une clé de la grille des douches. On comptait sortir par là. Il l'a gardée sur lui. Il a trouvé 2 gardiens prêts à accepter l'argent et qui, selon lui, tiendraient parole.
Mais les gardiens se relayaient dans le Mirador. Donc on a dû attendre que les 2 gardiens qu'on avait choisis soient en poste au même moment. Ça a pris 3 ou 4 semaines. On rentrait en cellule pour la nuit et Chasko m'a dit « C'est pour ce soir ». On est rentré en cellule comme si tout était normal. On ne voulait surtout pas que quelqu'un puisse deviner nos intentions ce soir-là. Vers 11 h, ils ouvraient les cellules, l'une après l'autre, pour qu'on aille à la douche. On avait prévu d'attendre que tout le monde sorte des douches pour ouvrir la grille et sortir. Ensuite, on devait escalader le grillage et se tirer de là. Ma cellule a été une des dernières à sortir. Et quand je suis arrivé dans les douches, j'ai vu Chasko dans un coin. Il y avait un seul gardien dans le quartier de détention. Et quand on était dans les douches, il ne pouvait pas vraiment nous voir. Assez vite, ils ont fait rentrer les prisonniers en cellule. Quand tout le monde est sorti des douches, Chasko s'est précipité vers la grille. Ensuite, il a tourné la clé le plus doucement possible. D'un côté, je me disais, c'est de la folie. Tu vas risquer ta vie, tout va bien se passer, t'as juste à rester encore 5 ans dans cette prison. Mais c'était une occasion unique. Il fallait que je la saisisse. Chasko est sorti et il a refermé la grille. Mais il l'a fermée un peu trop fort et ça a fait un gros bang. Je me suis tout de suite dit, dès le début, c'est fichu. On savait que le gardien à l'intérieur avait entendu le bruit. Et je me suis dit, il faut qu'on se cache. Effectivement, le gardien est venu voir. Il sentait qu'il y avait quelque chose de pas normal, ça se voyait. Je me disais, il faut absolument qu'il rentre à l'intérieur. Sinon, tout est fichu. Il regardait autour de lui. Il aurait très bien pu me voir. J'étais terrifié. Mon cœur battait à 200 à l'heure. J'avais l'impression que ça faisait boum, 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 boum. J'avais presque peur qu'il entende les battements de mon cœur, tellement ça me semblait fort. Mais il a fait demi-tour et il est rentré. On a commencé à ramper. J'emmenais vraiment pas large. On était toujours inquiets. On avait peur que le gardien sorte dans la cour, qu'il nous entende. J'avais l'impression qu'un poids pesait sur mon corps et me ralentissait. Quand on est arrivé au grillage, j'ai regardé le gardien, là-haut, dans le Mirador. C'est là que je me suis dit, bon, si ce gardien décide de ne pas tenir parole, ou alors s'il pète un câble, tout simplement, il va nous tirer dessus. Mais à ce moment-là, je n'avais plus le choix. On a grimpé centimètre par centimètre. Un grillage, c'est pas facile à escalader. On s'est hissé comme on pouvait, et puis on a roulé par-dessus les barbelés pour passer de l'autre côté. Mais on n'était toujours pas sorti de la prison. On a commencé à courir. S'ils décidaient de tirer, on n'avait nulle part où se cacher.
Il fallait arriver au mur extérieur le plus vite possible. C'était juste un mur en briques qui faisait à peine 2,40 m de haut. Donc on l'a escaladé en un clin d'œil. On s'est retrouvés dans la rue, en ville. On était sortis de la prison. Et c'était une sensation étrange d'avoir réussi. On s'en était sortis vivants. Chasko avait une planque. On avait prévu d'y rester quelques semaines. On avait envie de fêter ça, et on a bu. On est libre, mec. On était vraiment soulagés d'avoir réussi. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Le lendemain matin, Chasko a ramené un petit journal local. Il y avait ma photo en première page. Et il y avait marqué en grand « Évasion audacieuse d'un gringo ». Quand j'ai vu ça dans le journal, j'ai compris qu'ils allaient tout faire pour me capturer et qu'ils reculeraient devant rien pour me remettre en prison. On était devenus des fugitifs. T'es une star. Classe, mec. Je savais qu'il fallait que je quitte le pays. Un homme appelé Enrique est arrivé. Chasko me l'a présenté comme un guide qui pouvait m'aider à m'enfuir. Mais je ne pouvais plus faire confiance à personne. Je pensais qu'il fallait leur donner une raison de m'aider à quitter le pays. Donc, je les ai convaincus que j'avais de l'argent sur moi. T'as l'argent? Oui. Et aussi dans une banque à La Paz, en Bolivie. Comment on va faire? Je les ai crus quand ils m'ont dit que c'était possible. Le plan, c'était de traverser le désert pour arriver aux montagnes. D'après eux, ça devait nous prendre une dizaine de jours au maximum. Avec le recul, c'était juste complètement dingue. Chasko et Enrique étaient très sérieux. Ils essayaient de marcher le plus vite possible. J'essayais de suivre le rythme. Mais j'ai réalisé presque tout de suite que ça n'allait pas être facile. Une vraie épreuve physique. Je n'étais absolument pas en état de faire ce genre de choses. Je commençais à avoir de plus en plus de doutes sur l'aventure dans laquelle on s'était embarqué. Le lendemain, on est arrivé dans une vallée. Ils étaient de plus en plus en colère, parce que plus ça allait et plus j'étais à la traîne. J'étais au milieu du désert, avec deux types que je ne connaissais pas vraiment, et plus ça allait, plus j'étais la cible de leur colère, de moins en moins un partenaire. Chasko a commencé à me demander l'argent. Je veux l'argent. Je lui ai dit, on continue à marcher, tu auras ta part en temps et en heure. Continue à marcher, tu auras ton argent. Je crois qu'il commençait à avoir des doutes sur l'argent en Bolivie. Chasko était de plus en plus insistant. Je lui ai dit de rester calme. Doucement, ok? Il s'est énervé. Je veux l'argent, tout de suite.
Il a essayé de m'envoyer par terre. J'ai réagi instinctivement. Mais Enrique a sorti son revolver. Je faisais tourner Chasco en le tenant par le cou. J'ai dû l'utiliser comme bouclier pour empêcher Enrique de me tirer dessus. Et puis tout à coup, Enrique a baissé son arme et il a filé derrière un rocher. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Je me suis retourné et j'ai vu qu'au loin sur la piste, il y avait des gens à cheval. J'ai tout de suite pensé que c'était des policiers. J'ai lâché Chasco et je me suis caché derrière un rocher. Finalement, les cavaliers sont arrivés et Enrique a été les voir. Il a commencé à leur parler. C'était des civils, pas des policiers. Enrique a dit qu'ils allaient nous fournir des chevaux en haut du canyon. À ce moment-là, je me suis dit, très bien, je vais sortir l'argent, payer les chevaux, et tout ira bien de nouveau. Mais Chasco s'est tourné vers moi et il a dit, t'as intérêt à suivre. Parce que sinon, on t'abandonne ici. Au bout de 4 ou 5 heures, je ne les voyais même plus, tellement ils m'avaient distancé. Le chemin grimpait de plus en plus, et mes jambes étaient tellement fatiguées que j'arrivais à peine à marcher. J'étais à bout de force. Je commençais à délirer. Et puis j'ai vu plusieurs constructions au loin. C'était forcément là qu'on devait retrouver les gens avec les chevaux. Mais en approchant, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'inquiétant. La première chose que j'ai vue, c'est des vêtements et des couvertures éparpillés par terre. Et dans le tas, il y avait les couvertures qu'on avait amenées. J'ai continué à ramper et j'ai vu 2 ou 3 vieux installés près d'un feu. En m'approchant, j'ai réalisé qu'il y avait un corps au milieu du feu. Il était marron, carbonisé. Et là, je l'ai reconnu. C'était Chasco. C'était comme une explosion dans ma tête. Je n'arrivais pas à le croire. Je voulais hurler, hurler de toutes mes forces. Mais j'ai tourné les talons et j'ai commencé à courir. Je pensais à 1000 choses à la fois et ça tournait dans ma tête. Ça tournait, ça tournait. J'ai continué de courir sans m'arrêter. J'étais comme un animal blessé qui cherche un endroit où s'abriter. Je me disais, il faut que je me vide la tête et que je réfléchisse à ce que je vais faire. À ce moment-là, j'ai vu une grange. Il y avait un fermier et j'ai été le voir pour lui demander si je pouvais dormir dans la grange. Je lui ai dit que j'étais un touriste et que je m'étais perdu. Il m'a regardé un peu bizarrement, mais il a dit « d'accord ». J'ai été m'allonger et je me suis endormi. À peu près 4 ou 5 heures plus tard, j'ai entendu du bruit. C'était des camions qui approchaient. J'ai regardé à travers les trous dans le mur et j'ai vu qu'il y avait des soldats. Ils ont parlé au fermier et j'ai vu le fermier se tourner en montrant la grange du doigt.
Là, j'ai su que les soldats allaient arriver d'un instant à l'autre. Je me sentais totalement pris au piège. J'entendais le bruit de leur étui de revolver qui tapait contre leurs cuisses. Un condamné à mort doit ressentir à peu près la même chose quand on serre doucement le nœud coulant autour de son cou. Quand ils sont entrés les armes à la main, le monde s'est effondré autour de moi. Ils m'ont attrapé et ils m'ont fait sortir. J'étais entouré de soldats et ils ont commencé à me demander qui j'étais, ce que je faisais là. Je réfléchissais à toute vitesse en me disant « Il doit bien y avoir un moyen de m'en sortir ». Et j'ai eu l'idée de me faire passer pour quelqu'un d'autre. Parlez-vous français? Je leur ai dit que j'étais un touriste français, un randonneur, et que j'étais venu à pied de Bolivie. J'ai dit que j'avais rencontré 3 bandidos qui m'avaient volé mon argent, mon passeport, qui m'avaient assommé et qui m'avaient abandonné au bord du chemin. Plus je parlais, plus l'histoire devenait convaincante et plus ils avaient l'air d'y croire. Mais ensuite, ils ont dit qu'ils allaient me ramener en ville pour vérifier mon identité. Je repartais vers la prison. Et là, ça se bousculait vraiment dans ma tête. J'étais assis à l'arrière. On s'approchait de plus en plus de la ville et le temps me manquait. Le policier de droite avait laissé son pistolet dans la boîte à gants, ouverte. J'ai pensé, je devrais pouvoir passer assez vite au-dessus du fauteuil pour attraper le pistolet. D'un côté, je me disais, tu peux le faire, tu peux y arriver. Mais d'un autre, je pensais, ne fais pas ça, sinon la situation va basculer complètement. C'en est fini pour toi. Il fallait que je prenne une décision rapidement. Et j'étais sur le point d'attraper le pistolet quand la voiture s'est arrêtée. Il y avait une petite gargote spécialisée dans les plats de poulet. J'ai proposé de leur payer à manger et des bières. On est resté 15 ou 20 minutes et ils commençaient à se lâcher un peu. J'ai demandé si je pouvais aller aux toilettes. Un des deux a dit « D'accord ». Il m'a accompagné, il a regardé à l'intérieur et il a dit « Ok, tu peux y aller ». Donc je suis entré dans les toilettes et il est retourné à table. J'ai regardé autour de moi et j'ai tout de suite vu qu'il y avait une fenêtre. J'ai pris la poubelle, je suis monté dessus, je me suis hissé et je suis sorti par la fenêtre. J'ai commencé à courir sur les toits. Je ne savais pas où j'allais. Je voulais juste m'éloigner d'eux. J'ai vu un taxi à l'arrêt. Je suis monté, le chauffeur s'est tourné vers moi et il a dit « Alors, c'est vous l'évadé? » Je n'avais plus vraiment le choix. Il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je fasse confiance à quelqu'un. C'est vous? Ouais. J'ai dit « Oui, c'est moi ». Et il a dit « Je peux vous emmener quelque part? Vous avez une planque ?»
Mais il fallait surtout que je quitte le pays. À la frontière? Ok, c'est parti. Gracias. Je me suis dit, c'est vraiment bizarre, parce que jusqu'ici, tous les gens que j'ai rencontrés voulaient me tuer. J'étais allongé sur la banquette et je ne voyais pas où on allait. À un moment, il a quitté la grande route et il m'a dit « Ok, on est arrivé. Bonne chance. » Je savais que demain serait un nouveau jour et que j'allais prendre un nouveau départ. L'évasion, c'était ma seule chance de retrouver une vie normale et de redevenir un être humain. Je regrette vraiment le temps que j'ai gâché avec la drogue. C'est des années perdues que je ne retrouverai jamais.